Bonjour à tous, pour ceux qui ne me connaîtraient pas encore, je suis Wizerty, overclocker. Récemment j'ai été classé numéro 1 de la Ligue Extrême sur HWBot et j'ai été champion du monde lors de la No Limit Battle du MOA 2014. Aujourd'hui, en partenariat avec Topacha et Overclocking Made in France, je vais vous proposer le premier PC pré-overclocké vendu par un assembleur français. Mais cette machine ne serait pas digne de son statut si je ne lui avais pas apporté ma contribution. J'ai donc pour vous créé des profils BIOS préétablis permettant de débrider la machine et de faire exploser ses performances. Au cœur du système, nous allons commencer par la carte mère MSI, la Z97 M-Power. Cette carte mère donc, est orientée overclocking avec pas mal de petites options qui nous sont bien utiles. Pour en citer quelques-unes, le debug LED qui vous indique quand la carte mère a un souci, problème de démarrage, etc. Ça vous indique donc le composant qui est à l'origine du problème, ça peut être la RAM, le processeur, la carte graphique, etc. Donc pour débugger, bien pratique pour l'overclocking. Une petite partie avec des boutons type OC panel, on peut augmenter le B-clock, redémarrer la carte, l'arrêter, etc. Donc quand on n'a pas de boîtier pour l'overclocking, overclocking extrême, c'est vraiment très utile. Autre fonction très intéressante pour nous, le double BIOS avec un petit interrupteur donc qui se situe juste sous les slots RAM. Vous avez un souci, vous avez raté votre flashage BIOS ou le BIOS est corrompu, vous avez juste à switcher sur le deuxième et puis la carte est de nouveau fonctionnelle et vous pouvez restaurer celui qui avait un souci. Autre chose intéressante, donc les phases d'alimentation de la carte mère, là croyez-moi elles sont en nombre suffisamment important pour vraiment passer tout ce que vous avez besoin. Donc aucune crainte sur le décor, les choses comme ça, la carte mère encaissera sans brancher. Et puis vous avez donc pour l'alimentation du processeur la carte, les deux connecteurs, donc un 8 pin et un 4 pin pour alimenter le processeur. Et puis le 26 pin pour la carte mère. Couplé à cette carte mère, donc, un processeur de la série Core i7 par Intel, le 4790K, donc processeur avec 4 cœurs et 8 threads. C'est le processeur actuellement le plus haut de gamme sur ce socket. Donc, il est cadencé de base à 4 GHz, mais grâce à l'appartenance à la série K, vous pouvez l'overclocker avec les coefficients déverrouillés. Pour la partie affichage, toujours chez MSI, donc j'ai choisi la 970 Gaming qui possède donc 4 Go de RAM, design double slot avec deux gros ventilateurs donc pour évacuer les calories dans un silence extrême, et puis un connecteur 6 pins et puis un connecteur 8 pins pour l'alimentation. Alors le sticker c'est assez explicite, hein. Quand vous connectez la carte, si le ventilateur ne tourne pas, pas de souci, c'est juste pour réduire le bruit, ils se mettront en route lorsque ça sera utile. Le stockage de cette configuration a été confié donc, au MX100, un disque, un SSD de Crucial, en capacité de 156 Go, donc là pour vos logiciels, pour stocker Windows, etc. Il y a largement de quoi faire. Niveau stockage toujours, mais mémoire vive maintenant, là l'incontournable G-Skill avec de la Trident X. De base donc 2400 en case 10. Alors pourquoi ce kit là? C'est les puces qui sont sur les sticks RAM, ce sont des puces Samsung qui sont de loin donc, les plus performantes quand on veut overclocker. Donc il y a des kits qui sont cadencés plus haut, mais il n'y a pas de kits qui seront plus performants. Pour la partie refroidissement du processeur, si on veut pouvoir l'overclocker, il faut bien sûr qu'il soit maintenu à une température raisonnable. Donc là on a fait confiance à Corsair avec son kit de water cooling all-in-one, le H75, qui est muni de base de deux ventilateurs de 120 mm. Donc là niveau performance on devrait être pas mal. Et puis on va voir ce qu'on peut faire niveau overclocking avec ces composants. Pour l'alimentation de tout ce matériel,
on a fait confiance à Be Quiet avec une alimentation Gold de 600 watts. Niveau rendement énergétique, on est vraiment pas mal, donc du Gold. Et puis niveau stabilité des tensions et puis tenue en charge, on est vraiment très bien. Donc là, il n'y aura pas de souci, même en cas d'overclocking musclé. Et puis pour finir, parce que les gens aiment bien avoir des boîtiers, contrairement aux overclockers extrêmes, la partie donc, boîtier a été confiée également à Corsair avec le Spec 3. Donc un boîtier au rétroéclairage blanc qui comporte des ports USB 3 sur la façade et puis qui a un design assez, on va pas dire agressif, mais assez sympa pour une configuration overclocking. Merci d'avoir suivi cette vidéo avec nous et je vous donne rendez-vous dans la deuxième partie pour un petit tutoriel overclocking. Bonjour à tous, c'est Wizerty. Bienvenue dans cette partie 2 en présence de la configuration que j'ai créée avec Topachat et Overclocking Made in France. On va aujourd'hui axer notre vidéo sur un petit tutoriel overclocking. Donc avant de commencer dans l'overclocking, la machine est déjà montée, donc là on est au point. On voit que dans le BIOS, on a le BIOS numéro 1, c'est le tout premier BIOS qui a été fait pour la carte mère. Là c'est clairement, ils sont pas assez matures en général pour pouvoir overclocker correctement. Donc la première chose, on va commencer par flasher le BIOS. Pour cela il vous suffit d'aller sur la fonction mFlash. J'ai téléchargé le BIOS que j'ai mis sur ma clé USB. On entre dans la fonction mFlash. On choisit un BIOS depuis une clé USB. Et puis on a juste donc à cliquer pour faire la mise à jour. Donc là on voit la machine a redémarré pour faire la mise à jour du BIOS. Donc là le BIOS est en cours d'installation. Donc surtout débranchez pas le courant et n'éteignez pas la machine, laissez faire l'ordinateur. Donc voilà, on vient de procéder donc à la mise à jour du BIOS. Comme vous pouvez le voir maintenant sur l'écran, on a la version 1.7 qui est donc la dernière version en date sur le site d'MSI. Une fois que cette version a été installée, on va pouvoir commencer à overclocker. Donc là je vais vous montrer un petit peu les paramètres qui sont utiles dans le BIOS de la carte mère pour overclocker le processeur, le cache et éventuellement la RAM. Donc tout ça, ça se passe dans l'onglet overclocking qui est ici. Et donc quand vous souhaitez faire un overclocking, on va dire un petit peu plus poussé, c'est pas pour la plateforme de tous les jours que vous allez utiliser pour jouer et puis pour aller sur internet. Donc quand vous voulez vraiment faire du benchmark pour overclocker, la première fonction qui est bien utile, c'est dans la partie donc Extreme OC Setup. Et là si on va dedans, vous allez voir que vous avez trois choix, donc Disable, LN2 Extreme ou LN2 Normal. Quand vous êtes en water cooling ou en air, je vous conseille le LN2 Normal qui est, on va dire, assez safe pour être utilisé. Le LN2 Extreme, c'est vraiment quand vous avez la configuration sous froid, donc azote liquide, glace carbonique. Une fois que vous avez enclenché ça, automatiquement dans le BIOS, il y a plein de fonctions qui vont être désactivées. Des fonctions d'économie d'énergie, des fonctions comme les cartes réseau, enfin des choses que vous n'allez pas avoir besoin d'utiliser. Et donc là, automatiquement, ça va les kicker. Donc une fois que l'extrême OC Setup a été enclenché, donc on va passer à la suite. Première chose, donc le ratio du CPU, c'est le coefficient du processeur. Donc c'est ça qui va être le plus simple à overclocker pour monter la fréquence de votre processeur. Donc là par défaut c'est 4 GHz, on va commencer avec un petit overclocking à 4.5. Donc là je tape juste 45. Le bus, le BCLK sera à 100, donc ce qui va nous faire 45 x 100, donc le processeur sera à 4 Go 5. Si je veux 4 Go 6, j'appuie sur plus, j'ai 4 Go 6. Suite à ça, le Legacy Tweaking, c'est une optimisation qui est surtout utile pour les vieux benchmarks comme 3D Mark 2001. Pour tous les autres bench, vous n'avez pas besoin de la clé. Alors le ring ratio, c'est le ratio du cache. Ça va impacter aussi les performances, un petit peu moins que le processeur, mais ça impacte les performances, donc n'hésitez pas à le monter. Généralement, quand on est 200-300 MHz en dessous de la fréquence du processeur, on est pas mal. Il n'y a pas besoin d'être cache égal processeur, mais plus il est haut, mieux c'est. Donc 200-300 MHz en dessous, c'est suffisant sans être limitant.
Donc pour ça on va y mettre 42. Ensuite on arrive au BCLK, donc là vous pouvez également monter le BCLK. Ça a le même effet, si je mets 101 de BCLK, ben, j'augmente de 1%, parce qu'avant j'étais à 100, donc j'augmente de 1% les performances de la machine. Quand on augmente le BCLK, on va augmenter la fréquence du processeur, la fréquence de la mémoire, la fréquence du cache. Donc avant de monter ça, vérifiez bien que tout est sûr, que rien n'est à sa limite, parce que quand vous l'augmentez, ben, forcément il y a un élément qui va être limitant. Donc, dans un premier temps, je vous conseille laisser-le à 100, on va déjà dégrossir avec les coefficients, et puis après, quand vous voulez vraiment affiner, vous pouvez y aller par palier de 0,1, de 0,2, etc. sur le BCLK, mais dans un premier temps, allez-y avec les ratios. On arrive dans la partie, donc toute cette partie-là, c'est la partie qui est dédiée à la RAM. Là, c'est assez complexe, donc si vous n'avez pas trop le temps ou vous voulez pas vous embêter, le plus simple, c'est Extreme Memory Profile, donc XMP. Là, vous le passez sur Enable, donc vous avez deux profils, le 1 et le 2. Sur ce type de RAM, ça change pas grand-chose, donc choisissez celui que vous voulez. Et automatiquement, il va pousser la RAM donc à 2400 C10, donc c'est les spécifications d'origine. Mais si vous le faites pas, la carte mère, elle peut pas savoir que c'est ce kit de RAM, donc il va tourner à une fréquence qui est beaucoup plus basse. Donc un petit passage dans le BIOS, on active l'XMP et tout se passe bien. On continue à descendre un petit peu, et là on arrive vraiment dans le cœur du BIOS, à tout ce qui est voltage. Donc là, faites attention, on peut mettre une fréquence qui est trop haute, il n'y aura pas de conséquences, votre ordinateur démarrera pas, c'est tout. Donc un petit clear BIOS et il est reparti. Par contre, si vous mettez trop de voltage, là ça peut endommager le composant. Donc allez-y avec parcimonie. Le premier voltage dans le BIOS qui est disponible, c'est le VCC-in, donc c'est, on va dire, le voltage principal qui va gérer tous les autres. La règle pour ce voltage-là, c'est de lui mettre entre 0,4 et 0,6 volts de plus que le V-Core. Donc si vous voulez mettre un V-Core de 1,3, on lui met entre 1,7 et 1,9. Donc entre les deux, allez, on va partir sur 1,8 pour vous montrer comment ça fonctionne. Le V-Core, plus vous augmentez le V-Core, plus vous pourrez pousser la fréquence du processeur. De base, on voit qu'il est à peu près à 1 volt. En général, en water cooling, on peut y mettre 1,3 sans qu'il y ait trop de problèmes. Donc, là encore, vous pouvez y aller petit à petit, 1,2, 1,25, 1,3, monter au fur et à mesure, et puis voyez un petit peu comment réagissent les températures. Moi, j'ai déjà fait quelques essais. Je sais qu'à 1,3, il n'y a pas de souci pour la chauffe, donc je vais partir directement avec 1,3. Chez vous, commencez à 1,2 et puis montez progressivement. On arrive au ring voltage, donc là c'est le cache qu'on a vu un petit peu plus haut au niveau de la fréquence, on l'avait réglé à 4,2 GHz. On va y mettre par exemple 1,2 volts, et on va voir si avec 1,2 volts on arrive à être stable à 4,2 pour le cache. On peut lui mettre plus, mais là encore le processeur chauffera plus. On peut mettre moins, mais c'est pas sûr qu'il soit stable à 4,2. Donc là c'est des essais. Ce qui est SA et CPU, I/O, digital et analogue, c'est surtout pour l'overclocking RAM. Là je peux vous conseiller en général quand on colle 0,9 pour le SA et puis 1 volt pour les IO, on arrive quasiment à passer tous les réglages RAM sans avoir de problème IMC, et c'est vraiment safe, vous n'allez pas tuer le processeur avec 0,911. Donc c'est suffisant et c'est sans danger, donc allez-y. Et enfin, pour finir, le dernier voltage qui peut être important, c'est le voltage RAM. Ces kits-là sont vendus pour fonctionner à 2004 C10 à 1,65 volts. Donc on va juste mettre ce qui est prévu par le constructeur et on verra un petit peu plus tard peut-être plus. Dernière fonction qui peut vous être utile suivant les benchmarks, il y a des benchmarks qui tirent profit de l'hyperthreading, d'autres non. Donc si vous voulez désactiver l'hyperthreading pour avoir que 4 cœurs et désactiver les 4 cœurs logiques, juste couper l'hyperthreading. Nous on va faire du Cinebench qui utilise l'hyperthreading, donc on va le garder pour avoir plus de points. Donc voilà, une fois que vous avez fini de configurer votre BIOS, un petit appui sur F10, vous enregistrez tout et là la configuration va booter. Donc là au niveau du bruit, je vous rappelle qu'on a demandé donc, de mettre tous les ventilateurs à 100%, donc ça va être un petit peu plus bruyant. Alors nous voilà à présent sous Windows. On a établi donc, notre profil BIOS, on a redémarré la machine
Donc on va vérifier que tout a été appliqué, que tout est stable, et je vais vous montrer un petit peu comment monter un petit peu plus sous Windows. En général, on fait le profil de base sous BIOS, et ensuite on affine avec Windows, parce que c'est beaucoup plus rapide que de tout le temps redémarrer. Et une fois qu'on a trouvé les réglages safe, on les applique une bonne fois pour toutes dans le BIOS et on les conserve. Donc là à l'écran, vous pouvez voir qu'on est bien à 4,5 GHz qu'on avait appliqué dans le BIOS. Le voltage de 1,3 volts est présent également. Et puis, si on regarde du côté de la RAM, le cache est bien à 4.2 et la RAM est bien donc à 2400 en 10. CPU-Z affiche toujours la moitié de la fréquence RAM, mais c'est normal. Donc 2400, ça donne en réalité 1200 sur CPU-Z. Là, pour vous montrer un petit peu, donc à 4,5 GHz, j'ai déjà lancé le test, donc on fait 914 points. On va voir qu'on peut augmenter le ratio du processeur sous Windows et que le score va augmenter au fur et à mesure de la montée en fréquence. Pour overclocker sous Windows, MSI a un soft qui s'appelle Command Center qui permet de faire quasiment tout. Pour ma part, quand j'overclock, j'aime mieux la version Lite qui donne accès à un petit peu moins de fonctions, mais toutes les fonctions de base sont présentes et le design est beaucoup plus léger. Donc là, je viens de lancer MSI Command Center Lite. On voit que dans la première ligne, on a le CPU ratio. Donc quand je vais monter ça, je vais overclocker le processeur et ça va s'appliquer directement à CPU-Z. Donc on va y aller un petit peu rapidement. Chez vous, allez-y palier par palier. On a 45, essayez 46, 37, 48 jusqu'à ce que le processeur plante. Je vous le ferai planter un petit peu après pour vous montrer ce qui se passe et que le PC est toujours vivant, qu'il redémarre sans souci. Donc là, on va mettre 48. On applique. Et donc là, on voit, il y a un petit temps de latence, on voit que CPU-Z se met à jour, donc à 4 Go 8 également. L'attention, on ne va pas la toucher. Si vous voulez la toucher, il y a le CPU Core Voltage qui apparaît ici. Pareil pour le ring, pareil pour la RAM. Donc on a vraiment les voltages principaux sont ici, les fréquences principales sont ici. Et donc une fois qu'on a appliqué, on peut fermer l'utilitaire de MSI, Command Center. Et puis je vais également fermer CPU-Z pour essayer d'améliorer un petit peu le score. Normalement il faudrait également fermer Core Temp, mais je vais vous montrer que c'est utile quand on dégrossit de le laisser pour vérifier que votre processeur ne chauffe pas trop. Donc on lance le test. Donc là c'est Cinebench R15. On voit donc les 8 corps du processeur qui travaillent en même temps. Chaque carré symbolise un corps qui travaille et donc il est en train de faire un rendu d'image en temps réel. Donc là le processeur est vraiment très sollicité, 100% sur chaque cœur, et on voit donc sur Core Temp ici les températures du processeur qui augmentent. Donc là on est à 72, 71, 69, 63, donc sur toutes les températures. Là il n'y a pas de danger pour le processeur, on passe en dessous des 80, des 90 degrés, donc on ne met pas en danger le matériel. Ce qui veut dire qu'à 1,3 volts, avec le système de refroidissement qu'on a, on n'a pas de problème. Donc là le bench est bientôt terminé. Quand l'image est remplie, donc le test se termine et il nous affiche un score. Donc on avait tout à l'heure 910 points, on a maintenant 920. Alors le score a été sans doute un petit peu biaisé parce que Core Temp tournait en tâche de fond et du coup il prend des ressources. Le score est donc moins bon qu'il devrait. On va augmenter maintenant à 4.9, on va voir si le processeur est stable. Donc là j'applique 4,9 GHz. Donc j'applique, je le ferme. On va repasser dans CPU-Z pour vérifier que la fréquence a bien été appliquée. Voilà, donc 4,9. Et puis on va relancer le test. Donc ce coup-là, en laissant le PC travailler sans rien faire. Et donc normalement, le score devrait être un petit peu meilleur. Sur les essais qu'on a fait avant, on atteint plus de 1000 points. Donc voilà, on a fait une petite coupure, le temps du test. Le score est maintenant affiché, donc à 4 Go 9. Je peux vous montrer l'onglet CPU-Z, c'est le réglage qu'on venait de régler. Et donc là, on a 990 points, donc on a à peine en dessous des 1000, en optimisant un petit peu le système d'exploitation, en mettant les priorités en temps réel, des choses comme ça, on dépassera facilement les 1000 points. Alors chose très importante, hein, je reviens dessus, la température dans Core Temp. Avant d'augmenter davantage le voltage, vérifiez toujours bien vos températures. Si vous dépassez les 80-90 degrés, il est temps d'arrêter et vous risquez d'endommager le matériel. Donc là, pour vous montrer un petit peu ce qui se passe quand on va trop loin, on va mettre un coefficient de plus. Donc on va maintenant passer à 5 GHz. 5 GHz avec 1,3 volts. Donc là, sous Windows, il n'y a pas de problème. On peut avoir les 5 GHz. On peut faire des petits benchmarks légers.
Par contre, on va voir si avec un benchmark aussi lourd que Cinebench, on est stable. Donc on le lance. Et voilà. Donc là, clairement, l'affichage se fige. Donc l'ordinateur n'est pas capable de tenir 5 GHz avec ce voltage. Donc bien évidemment, ça dépendra de votre processeur. Certains processeurs sont plus à l'aise que d'autres. Donc quand ça arrive, donc on voit l'écran bleu hein, qui est assez célèbre maintenant. Quand ça arrive, vous appuyez juste sur Reset. Et puis on va voir que l'ordinateur redémarre sans souci et puis qu'il est toujours fonctionnel. Donc quand vous poussez trop une fréquence, l'ordinateur plante, mais c'est sans gravité, on redémarre et puis c'est parti. Donc nous revoilà, donc l'ordinateur avait crashé, on a vu un 5 GHz. On va essayer de les passer les 5 GHz, donc on va pousser un tout petit peu le V-Core et voir si ça peut aider à stabiliser. Donc on va lui mettre par exemple 1,35 et on va en profiter également pour monter la fréquence du cache. La fréquence du cache peut aider également sur le test, donc on va voir si ça nous permet de grappiller des petits points. Le record donc, sur ce processeur en water cooling est à 1060 points. Donc je pense pas qu'on ira aller chercher avec un water cooling all-in-one, mais on doit pouvoir s'en approcher. Donc là, pour overclocker à 5 GHz, donc je vais mettre 50 au niveau du coefficient. Je vais essayer de monter un petit peu le cache, donc je vais lui mettre 4,8, 4,7, ça devrait être suffisant pour ne pas limiter. Et puis on va monter un petit peu le V-Core du processeur, donc à 1,35. Là on applique, et puis... Voilà, donc on vient de rebooter. Pour rappel, donc on avait essayé de mettre 4,9 dans le BIOS et de monter le voltage à 1,35. Suite au reboot, j'ai passé un Cinebench et les températures dépassaient 80 degrés, donc c'est la limite que je m'étais fixée. Donc je suis revenu à un V-Core de 1,30 pour endommager le système. J'ai laissé donc 4,9 puisque les 5 GHz n'étaient pas stables et j'ai optimisé un petit peu la RAM et le cache. Juste pour vous montrer, donc on a dépassé les 1000 points à Cinebench avec un score de 1009 points. Maintenant que vous avez un petit peu vu comment overclocker depuis le BIOS, comment peaufiner les réglages depuis Windows, je vous propose de passer à l'overclocking de la carte graphique. On va passer au niveau overclocking de la carte graphique maintenant. En tant que logiciel, on va utiliser GPU-Z, qui est l'homologue de CPU-Z pour les cartes graphiques. Le soft maison de MSI Afterburner, qui va nous permettre d'overclocker tout ce qui est fréquence et voltage de la carte, ainsi que 3D Mark, le dernier logiciel de FutureMark, qui va nous permettre de tester les performances de la carte et puis de vérifier que nos fréquences sont stables. Alors, au niveau donc, de GPU-Z, vous pouvez voir la fréquence de la carte graphique qui s'affiche ici, la fréquence de la mémoire qui est là. Et puis en cliquant sur le point d'interrogation, on peut lancer un rendu 3D qui va permettre à la carte de se mettre dans ces fréquences 3D pour vérifier que le boost est bien appliqué. Donc là, une fois que le boost est en route, la carte est à 1316 MHz. Et puis on peut également voir, par exemple là, la température du GPU est de 40 degrés, donc ce qui pour une carte graphique est vraiment très très faible. Autre information importante, la vitesse des ventilateurs, donc fan speed RPM, on voit qu'elle est à 0 RPM, donc les ventilateurs ne tournent pas du tout. Comme je vous explique un petit peu en vous présentant les produits, sur cette carte graphique, tant que la température n'atteint pas un certain seuil, les ventilateurs ne tourneront pas. Donc ce qui permet d'avoir un silence absolu, tant que vous n'êtes pas en jeu grossièrement ou que vous ne faites pas un benchmark. Pour l'overclocking, on va utiliser le logiciel maison de MSI Afterburner. Donc on peut voir que l'option Core Voltage est désactivée. Pour l'activer, il suffit d'aller dans Settings, et puis là vous avez Unlock Voltage Control à cocher, vous appliquez. Il va vous demander donc de redémarrer Afterburner, vous cliquez oui, et puis on voit que maintenant le Core Voltage est débloqué, et puis on peut donc le monter jusqu'à plus 87. Donc dans un premier temps, on va garder 0, et on va déjà voir ce que l'on peut faire avec le voltage d'origine. Au niveau Core Clock, donc c'est pour ajouter de la fréquence à la fréquence d'origine. Donc là on est à 1316, si par exemple je tape 50 et que je valide, il me suffit d'appliquer, donc on a ajouté plus 50 ici, on valide ici, et on voit tout de suite que les 1316 se transforment en 1366.
Donc toujours avec le petit utilitaire de rendu qui tourne en tâche de fond pour vérifier que le boost est bien appliqué. Si je le ferme, la carte risque de repasser en fréquence 2D et puis vous ne pourrez pas voir que la fréquence a bien été appliquée. Donc voilà, là j'ai fermé le petit logiciel de rendu, la fréquence repasse à 800, mode 2D, puis à 200. Donc là on ne peut plus savoir ce que l'on aura une fois overclocké. Donc toujours bien pensé, le petit point d'interrogation, on lance le rendu. Au niveau de la RAM, c'est la même chose, il suffit de déplacer le slider pour pouvoir augmenter la fréquence. Donc d'origine on a plus 0, normal, et puis on peut aller jusqu'à plus 1000. Bon, ça sera sans doute pas stable, mais le logiciel le permet. Donc on va commencer avec un timide plus 200, juste pour voir. Donc on applique plus 200, on était donc à 1752, et donc on va passer à 1851. Alors quand on applique plus 200, c'est comme pour la RAM CPU, on applique en fait la moitié. Donc on était à 1750, on passe à 1850, puisque plus 200 c'est plus 100. Donc si vous faites plus 400, c'est plus 200, etc. Et puis la dernière option qui est intéressante, donc c'est le fan speed, tout en bas, qui là est coché sur auto. Donc la carte gérera automatiquement sa vitesse en fonction de sa température. Si vous voulez faire du benchmark, il peut être intéressant de décocher le mode auto, et puis de le mettre par exemple à 80% ou à 100% pour ventiler la carte davantage et puis tenir des fréquences plus importantes. Si jamais vous voulez l'utiliser pour du jeu ou pour de l'overclocking, vous pouvez également cliquer donc juste ici sur User Define. Et puis là donc vous allez arriver sur une courbe de ventilation. Donc là on voit que par défaut MSI a programmé la carte pour que tant que les 40 degrés ne sont pas dépassés, non c'est un petit peu moins, tant que les 30 degrés ne sont pas dépassés, la consigne reste de 40%. Et donc à 40% le ventilateur ne tourne pas du tout. Quand on dépasse les 30 degrés, la consigne va commencer à augmenter, et puis là la vitesse va s'accélérer. Donc si jamais pour une raison ou pour une autre vous souhaitez que la carte tourne tout le temps, eh ben, il vous suffit de remonter le seuil 40 par exemple à 60%, et puis là quand la carte est entre 0 et puis on va dire 45 degrés, la carte tournera à 60% et au-delà de 45 degrés, elle commencera à accélérer. Donc là vous pouvez vraiment faire tout ce que vous voulez, il suffit de valider le profil que vous avez choisi. Dans notre cas, on va pas s'ennuyer avec ça, on va juste passer en mode manuel, on va imposer 60%, ce qui est largement suffisant pour ventiler la carte, et puis pour pouvoir entendre les commentaires de la vidéo. Voilà, donc pour vérifier les fréquences qu'on vient d'appliquer dans MSI Afterburner, donc le plus 50 et plus 200, ce qui est un overclocking très léger, on va utiliser 3 démarques. Donc je lance le logiciel, ce que je vais faire, c'est que je vais le mettre en mode fenêtré, ce qui va me permettre de faire tourner le benchmark tout en ayant accès aux fréquences et aux températures de la carte. Comme ça, je vais pouvoir surveiller ce qui se passe et overclocker en temps réel. Donc, ce qui permet un gain. Vous pouvez également overclocker, lancer le test, mais ça va vous prendre plus de temps. Donc, pour dégrossir, c'est un bon moyen. Donc là, cochez bien le mode fenêtré. On va laisser juste le GT1 et le GT2, on va pas faire les tests physiques et les tests combine. Et donc là, je run Firestrike. Au niveau des performances et du résultat, le mode fenêtré n'est pas du tout idéal. Là, c'est vraiment pour permettre de dégrossir l'overclocking. Voilà, donc le GT1 se lance, on voit que les fréquences boost passent bien à 1366, 1850, conforme à ce que l'on a appliqué, et qu'on n'a pas d'artefact à l'écran, ce qui veut dire que la carte en a encore un petit peu sous le pied. On va monter rapidement donc à plus 150 ou plus 50 sur le corps, ce qui va nous donner 1465 MHz. Donc vous voyez que très rapidement on a déjà pris 150 MHz sur le corps et que le benchmark tourne toujours. Donc là on est toujours stable. On continue à monter rapidement, plus 200, on applique. Le benchmark se finit, on va attaquer le GT2. Alors on peut jeter également un petit œil sur la température pendant que le test se lance. On voit que au niveau le plus haut durant le GT1, on est monté à 45 degrés. Pour une carte graphique, 45 degrés, c'est vraiment rien. Tant que vous êtes en dessous des 90 degrés, il n'y a vraiment rien à craindre. Donc là, le GT2 part. La fréquence de boost est maintenant à 1516. Donc ce qui est une fréquence très impressionnante pour une carte graphique. On va tenter un plus 220. Voilà, plus 220. Vous avez vu les petits éclairs. On a des artefacts sur l'écran. La carte commence à être vraiment très proche de sa limite. Et là, si on le pousse davantage, on risque d'avoir un crash des pilotes ou un crash de Windows. Donc on va rebaisser un petit peu pour être stable. Ça sert à rien d'aller au-delà, c'est pas exploitable. Si vraiment vous voulez faire des records du monde ou des gros scores,
Les artefacts ne pénalisent généralement pas les benches, donc vous pouvez continuer à faire tourner la carte avec des artefacts, ça la détruira pas et ça pénalisera pas vos scores. Si vous êtes sur du gaming, évitez de le faire car la qualité d'affichage en est détériorée. Donc ce coup-là qu'on a déterminé la fréquence maximum de notre GPU. Donc là on était à la fin à 1536, on voit qu'on était un petit peu trop haut. Donc on va repasser à 1500 plus, avec un petit plus de 100. Et puis on va commencer à overclocker un petit peu la RAM. Donc même procédure, je lance Firestrike en mode fenêtré, le GT1 et le GT2. Et puis au lieu d'augmenter la fréquence du corps, je vais augmenter la fréquence de la mémoire. Alors pour rappel, là on est toujours avec les tensions d'alimentation d'origine de la carte. On n'a pas bougé le curseur voltage. Donc il n'y a vraiment aucun danger pour votre carte, il n'y a pas de problème au niveau de la garantie, etc. Donc le test tourne. Au lieu de plus 200, on va passer à plus 400 sur la RAM. Ce qui nous amène à 1950. Pas de souci d'affichage, 1950 ça passe. On va passer à plus 500. Voilà, plus 500, donc maintenant on a 2 GHz sur la RAM de la carte. Toujours pas de problème d'affichage, donc théoriquement on peut encore monter. On va passer à plus 600. Alors les quelques artefacts que vous voyez sont dus à la fréquence core, pas à la fréquence RAM, donc pas d'inquiétude. Le petit changement de benchmark. Là je vais réduire un petit peu le corps pour éviter d'avoir des artefacts qu'on a vu. Et on est reparti. Donc là plus 600, on est à 2050 à la RAM. Plus 700. Plus 700, on est maintenant à 2100. Donc 2 Go 1 à la RAM. C'est vraiment une fréquence très très impressionnante. Plus 800. Ah, plus 800, on commence à avoir des petits scintillements sur l'écran. Donc ça nous fait 2153 MHz à la RAM et on est sans doute proche de la limite. Je vais pas tenter le plus 900 parce que la carte cracherait et je serai obligé de redémarrer la configuration. Donc là on peut dire que plus 700, plus 180 c'est quelque chose qui est stable, qui posera pas de problème même pour du jeu, pour du benchmark, etc. Au niveau donc des températures, on en parlait un petit peu tout à l'heure, en fin de GT2 on était à 50 degrés. Autant dire que c'est vraiment rien du tout. Donc le refroidissement de cette carte est vraiment très impressionnant, très silencieux, le ventilateur tourne à peine, et des températures qui sont extrêmement basses. Donc voilà un petit peu pour ce qui est de l'overclocking de la carte. Alors là encore une fois on allait vraiment très très vite pour vous montrer un petit peu comment dégrossir. Une fois que vous voulez des paramètres stables, il vous faudra runner le benchmark en entier plusieurs fois pour être sûr que vos paramètres sont stables. Donc voilà, je pense que pour la carte graphique on a fait le tour. On a déjà vu ensemble l'overclocking du CPU, de la carte graphique. Pour la RAM c'est vraiment très complexe, donc ça mériterait une vidéo vraiment dédiée sur l'overclocking RAM. Les réglages sont vraiment très poussés et ne pas s'aventurer dedans si on n'a pas du temps devant soi.